Chers collègues, nous recevons M. Thomas Cazenave, ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui vient nous présenter le projet de loi de finances de fin de gestion pour l'année 2023, adopté en Conseil des ministres ce matin. Je reprends mon souffle et ça va aller. Avant de passer la parole au ministre, je tiens à souligner qu'il s'agit du premier cas de dépôt et d'examen d'un collectif budgétaire qui entre dans la catégorie nouvelle créée par la réforme organique du 28 décembre 2021 des collectifs de fin de gestion. Par rapport à un collectif budgétaire ordinaire, la principale différence tient au fait qu'il est impossible que le texte comprenne des mesures fiscales, à l'exception des modifications d'affectation de recettes fiscales ou des mesures relatives au prélèvement sur les recettes, que ce soit lors de son dépôt ou postérieurement à ce dépôt. Il est de même impossible d'y faire figurer des dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, sur la comptabilité publique ou encore sur l'approbation de conventions financières. Par conséquent, il vous faudra être vigilant lorsque vous déposerez des amendements afin d'éviter ces causes supplémentaires d'irrecevabilité. Je vous rappelle par ailleurs que le texte est inscrit à l'ordre du jour de notre commission dès le samedi 4 novembre, 9h30, avec un délai de dépôt des amendements fixé au jeudi 2 novembre à 17h, et qu'il est inscrit à l'ordre du jour de la séance publique le mercredi 8 novembre à 15h, avec un délai de dépôt des amendements fixé au samedi 4 novembre à 17h. Une fois dit cela, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le projet de loi de fin de gestion pour l'année 2023. Et comme l'a rappelé le Président, ce texte budgétaire est une nouveauté issue de la réforme de la loi organique de 2021, portée par Laurent Saint-Martin et Éric Woerth. Conformément à ce que prévoit cette réforme, la loi de fin de gestion permet au gouvernement de demander au Parlement une actualisation de la loi de finances initiale sans pour autant présenter un budget rectificatif. Ainsi, le texte ne comprend aucune disposition fiscale. Nous ne modifions pas l'imposition des Français ni des entreprises. L'objectif de ce texte est d'ajuster, sous le contrôle du Parlement, le montant des crédits votés initialement dans le PLF 23 pour tenir compte des dernières prévisions de dépenses. Ainsi, le projet de loi qui vous est présenté ne modifie pas l'équilibre global du projet de loi initial. Il permet seulement la bonne exécution du budget à l'aune des événements survenus au cours de l'année. Il s'agit d'une avancée à laquelle je souscris pleinement. L'article liminaire de ce projet de loi de fin de gestion confirme d'abord le sérieux de notre prévision de croissance contenue dans le budget initial pour 2023 et la bonne santé de notre économie. Nous confirmons ainsi le taux de croissance à 1%, que beaucoup avaient jugé optimiste. C'est la preuve que notre économie a tenu, que nos entreprises ont continué à se développer grâce au soutien de l'État, qui a en même temps continué de protéger les Français en 2023 contre l'inflation et l'augmentation des prix de l'énergie. Nous confirmons également la réduction du déficit public à 4,9%, soit un niveau inférieur aux 5% prévus dans la loi de finances initiale. La maîtrise de notre déficit est une priorité face à la hausse des taux d'intérêt. Leur augmentation nous conduit d'ailleurs à ouvrir 3,8 milliards d'euros de crédits supplémentaires pour faire face à la hausse de la charge de la dette. L'inflation baissera de 0,3 points par rapport à 2022 et s'établira à 4,9% en 2023. Au-delà des dispositifs de protection mis en place pour faire face à la crise, la bonne santé de notre économie est également due aux réformes structurelles qui ont été adoptées ces dernières années. Si nos prévisions économiques ont été justes, certains événements extérieurs ont affecté l'exécution du budget pour 2023. Notre pays a fait face à des crises nouvelles, certaines se sont aggravées. Pour toutes ces raisons, il est de notre responsabilité d'adapter notre budget à ces crises afin de permettre à la France de poursuivre son action et de respecter ses engagements. Plus de 600 jours après le début de la guerre, la France continue de soutenir l'Ukraine tant sur le plan militaire qu'humanitaire. Pour poursuivre ce soutien qui nous rassemble largement et renforcer les capacités de nos armées, le gouvernement demande au Parlement l'ouverture de crédits à hauteur de 2,4 milliards d'euros. 2,1 milliards d'euros seront consacrés au budget de l'armée. Ces crédits financeront à la fois notre soutien direct à l'Ukraine et les conséquences de ce conflit. Ainsi, la mission défense bénéficiera de 1,5 milliard d'euros pour anticiper la loi de programmation militaire 2024-2030, conformément à l'engagement du gouvernement. Ces crédits permettront d'anticiper des commandes et de réduire les reports de charges.
Les crédits supplémentaires permettront aussi de compenser le surcoût lié aux activités opérationnelles des forces armées et aux dépenses d'équipement. Cette Assemblée a récemment voté dans une large majorité la loi de programmation militaire, essentielle pour bâtir une France souveraine disposant d'une autonomie stratégique. C'est ce même objectif qui guide l'action du gouvernement dans l'exécution de ce budget. Nous augmentons également le budget du ministère de l'Intérieur à hauteur de 300 millions d'euros afin de permettre l'accueil des réfugiés ukrainiens. Il est de notre devoir d'accueillir dignement les demandeurs d'asile. La France respecte par là ses engagements vis-à-vis de l'Ukraine et de nos partenaires européens. L'agriculture a également traversé de nombreuses crises en 2022 et 2023, comme l'épidémie de grippe aviaire qui a frappé des exploitations agricoles jusqu'au premier trimestre 2023. Si nous pouvons nous réjouir que la situation ait été maîtrisée, les conséquences pour les exploitations touchées ont demandé un soutien inédit du gouvernement. C'est pourquoi le projet de loi qui vous est présenté prévoit une augmentation des crédits du ministère de l'Agriculture à hauteur de 800 millions d'euros, destinés au dédommagement des exploitants touchés. Préserver notre modèle agricole est un enjeu de souveraineté essentiel dans le contexte d'instabilité que nous connaissons. C'est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement, mais aussi de votre Assemblée pour le monde rural qui est si important pour notre pays. Le gouvernement continue de protéger et de soutenir les Français, en particulier ceux qui en ont le plus besoin. C'est cet objectif qui vous a conduit à voter l'article 10 de la loi pouvoir d'achat qui prévoyait la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. Nous ouvrons ainsi près de 500 millions d'euros sur le budget du ministère des Solidarités et des Familles pour tenir compte de la hausse du nombre de personnes bénéficiant de la prime d'activité et de l'AAH, qui résulte notamment de l'impact de sa déconjugalisation. Cette dépense apparaît essentielle dans notre combat pour une société plus inclusive et pour une plus grande autonomie des personnes en situation de handicap. Nous soutenons enfin l'emploi dans les territoires d'outre-mer. 400 millions d'euros supplémentaires seront consacrés aux exonérations de cotisations sociales patronales spécifiques aux territoires ultramarins. Le chômage a baissé plus vite dans ces territoires qu'en métropole depuis 2017. Toutefois, son taux reste plus important et nous devons intensifier nos efforts pour le travail qui permet le pouvoir d'achat et la lutte contre la vie chère. Nous avons tenu à ce que chacune des dépenses supplémentaires sur les budgets des ministères dont je viens de vous présenter les plus importantes soit compensée par une annulation de crédits. Nous modifions l'exécution sans toucher à l'équilibre global issu de la loi de finances initiale. Cette actualisation du PLF 23 est donc permise par l'effort de maîtrise qui a guidé l'action du gouvernement dans l'utilisation des crédits votés dans la loi initiale. Je rappelle par ailleurs que par décret du 18 septembre 2023, le gouvernement a déjà annulé des crédits à hauteur de 5 milliards d'euros. Ce projet de loi de fin de gestion propose au total l'annulation de 5,2 milliards d'euros supplémentaires. Nous poursuivons ainsi nos efforts pour une exécution sérieuse du budget. Notre économie a tenu bon face aux crises que nous avons traversées. Cette bonne santé économique permet à nos entreprises, dans l'immense majorité des cas, de rembourser les prêts contractés pendant la crise et garantis par l'État. Ces prêts mêmes qui ont permis de sauver nos entreprises. Sur les crédits consacrés à la sinistralité des PGE au sein de la loi de finances initiale, 500 millions d'euros seront ainsi économisés. Le dynamisme de notre économie a également permis de limiter nos dépenses en matière de chômage. En effet, les entreprises continuent d'embaucher, les dépenses de l'État diminuent, notamment en ce qui concerne l'activité partielle ou l'allocation de solidarité spécifique allouée aux chômeurs de longue durée. Au total, le ministère du Travail procédera à une annulation de crédits à hauteur de 900 millions d'euros. La maîtrise de la hausse des coûts de l'énergie a été la priorité de notre action depuis un an. 1,1 milliard d'euros seront économisés par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale sur le programme énergie, climat et après-mine. S'agissant enfin de la masse salariale des ministères, c'est aussi le principe de la gestion prudente qui a prévalu, puisque nous avons pu, au global, mettre en œuvre les mesures de revalorisation salariale annoncées en juin 2023, sans augmenter le titre 2 des ministères. Ainsi, mesdames et messieurs les députés, le texte qui vous est présenté n'implique pas l'approbation de l'ensemble de la politique budgétaire du gouvernement. Il s'agit d'ajuster les crédits par des ouvertures et des annulations en tirant les conséquences des événements de l'année en cours. Soutenir l'Ukraine, préserver notre agriculture, poursuivre notre politique d'inclusion, favoriser l'emploi dans les territoires ultramarins. Ces objets bien définis pourront, je l'espère, réunir une majorité de parlementaires au cours de nos débats. Je vous en remercie. Bien, merci Monsieur le Ministre.
Pour ma part, j'ai, comme mes collègues, reçu ce texte ce matin, donc je vous avoue ne pas avoir eu suffisamment le temps de l'analyser pour déterminer un avis d'ici samedi. Par contre, j'ai des questions à vous poser qui pourront du coup avoir des conséquences pour ma part, sur mon choix. Au niveau des crédits, bon, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est quand même deux interrogations. Je trouve que la somme que vous dégagez pour la construction des équipements liés aux événements de l'été dernier, dans les quartiers notamment, est faible. Donc j'aimerais que vous me commentiez cette somme, puisqu'elle est de 0,1 milliard de 100 millions d'euros. Donc voilà, je la trouve comme ça, a priori faible. La deuxième chose, c'est que je vois qu'une des sommes est liée à la compensation d'exonération dans le champ de l'apprentissage des services à la personne. Bon, vous savez ce que je pense des politiques d'exonération, mais j'aurais voulu que, si c'est possible, vous me détailliez un peu plus la part de ces compensations d'exonération. Sur la charge de la dette de 3,8 milliards d'euros, l'an dernier, le taux variable de la dette a coûté environ 42% des remboursements de la charge de la dette, soit 13 milliards d'euros d'après ce que j'ai vu. J'aimerais savoir sur ces 3,8 milliards, quelle est la part prise par les taux variables appliqués à la dette. Et puis maintenant, j'en viendrai aux questions d'annulation, parce que j'ai entendu ce que, en gros, vous dites. Bon, c'est des crédits qu'on n'a pas consommés, mais il y a quand même des postes importants qui, moi, m'étonnent un peu, notamment par rapport au débat que nous avons eu là, que nous avions eu et que nous avons eu sur le prochain PLF. C'est par exemple l'annulation de 324 millions d'euros sur l'enseignement supérieur et la recherche. Ici, on a voté pour l'an prochain une mission, un programme enseignement supérieur et recherche avec l'abstention des groupes de la majorité, donc le vote pour des groupes de l'opposition, parce qu'on a estimé qu'il fallait recréditer très largement ce poste. Et là, je vois comme une annulation qui est conséquence, donc j'aimerais que vous rentriez un petit peu plus dans le détail. Et c'est la même chose sur les questions de cohésion des territoires, dans lesquelles je pense qu'il y a le logement. Là aussi, c'est un des programmes que nous avons adopté avec les votes des oppositions, parce qu'on estimait aussi que les besoins n'étaient pas suffisamment pris en compte. Donc je suis étonné qu'il y ait autant en gros, de non consommés. Et alors pareil, sur la transition écologique, on est à 1,114 milliard d'euros, ce qui, moi, vu l'urgence de la situation, m'étonne. Donc voilà, j'aimerais que vous puissiez répondre à ces différentes questions. S'il y a aussi économie, finance et souveraineté industrielle et numérique, par contre, à 1,498 milliard d'euros. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait une ouverture en CP, mais enfin le solde est de 1,312 milliard en moins, donc je voudrais bien des éclaircissements. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour votre exposé. Peut-être, Monsieur le Président, pour être précis sur votre propos, on n'a pas voté des crédits supplémentaires ces derniers jours. On a réalloué d'un programme à un autre. C'est un jeu à somme nulle, comme vous le savez. Sur ce projet de loi de finances, je voudrais moi saluer le fait qu'il est conforme aux éléments concernant l'exercice 2023 associés au PLF 2024. Donc on confirme une croissance à 1%, une inflation à 4,9, qui est, vous l'avez vu, les derniers chiffres qui sont sortis hier, et comme nous l'avions anticipé à la baisse, un déficit de 4,9, la dette publique est à 109,7 du PIB. Voilà, nos engagements, l'engagement de cette majorité sont tenus pour cette année 2023. On le doit en particulier parce qu'on a des recettes fiscales qui sont un peu supérieures de 2,4 milliards d'euros, qui est lié, je crois, à la bonne tenue de notre économie. Sur le champ des crédits d'émission budgétaires, comme vous l'avez dit, les ouvertures équilibrent peu ou prou les fermetures. Globalement, si je devais résumer, on finance les besoins constatés sur les champs régaliens, et en régalien en particulier sur l'Ukraine, et en matière de soutien à nos agriculteurs par des économies constatées sur les dispositifs de soutien en faveur de nos entreprises face à l'inflation. La charge de la dette est de 3,8 milliards d'euros supplémentaires. C'est un rappel à tous ceux qui nous disent que ça n'est pas grave de s'endetter. On a là un rappel assez douloureux. J'ai un certain nombre de questions, Monsieur le Ministre. La première concerne justement les crédits en faveur de l'Ukraine. On va rajouter 2,2 milliards
d'euros pour la mission Défense, la mission Immigration, Asile et Intégration, 300 millions supplémentaires, qui sont donc les conséquences de la guerre en Ukraine. Pouvez-vous replacer cet effort supplémentaire, dont je me réjouis, dans l'ensemble des moyens déployés par notre pays en faveur de l'Ukraine? Plus précisément, pouvez-vous nous décrire quels sont les mécanismes qui conduisent à aider nos alliés via les crédits de la mission Défense? S'agit-il de reconstituer les stocks d'armes que nous mettons à sa disposition ou que nous lui vendons? Deuxième question porte sur par rapport aux prévisions initiales. Vous envisagez une baisse de prélèvements sur les recettes de l'État en faveur de l'Union européenne de 1,1 milliard d'euros en 2023, ainsi qu'une baisse des versements en faveur de la France au titre du plan Next Generation EU de 2,1 milliards d'euros. Pouvez-vous nous confirmer, s'agissant de ce dernier point, qu'il s'agit d'un étalement des versements sans modification du montant dont la France doit in fine bénéficier? Sur ce texte, vous nous soumettez également la mise en œuvre du document de cadrage relatif à la négociation de la convention d'assurance chômage que vous avez transmis aux partenaires sociaux et qui gère l'UNEDIC fin août 2023. Il y a 2 milliards d'euros d'excédents de l'UNEDIC, doivent ainsi contribuer aux politiques en faveur du plein emploi porté par le budget de notre pays. Pouvez-vous, nous dresser un tableau pluriannuel de cette participation? B, nous confirmer qu'une partie minoritaire des excédents de l'UNEDIC viendront ainsi soutenir les politiques de l'emploi et établir un point d'étape sur les négociations en cours relatives à l'assurance chômage qui doit valider cette participation. Vous avez, dans le projet de loi que vous nous avez soumis, il y a 12,5 milliards d'euros de crédits ouverts au titre des remboursements et dégrèvements d'impôts d'État supplémentaires. Alors c'est neutre d'un point de vue déficit, mais je voudrais quand même comprendre pourquoi on a un montant aussi important, un écart aussi important. Une autre question sur les reports qui ne sont pas visibles dans les documents aujourd'hui. Vous savez qu'on a, pendant la crise, eu des reports très significatifs d'une année sur l'autre. C'était vrai en 2020, c'était vrai en 2021. Fin 2022, les reports ont plutôt baissé. On n'a pas de visibilité sur les reports fin 2023. Est-ce qu'ils sont toujours dans une tendance baissière, qui est pour le Parlement évidemment un élément important, en particulier pour la Commission des finances? Puis dernière question, désolé de vous poser tant de questions, mais sur l'apprentissage, on ouvre 1,5 milliard d'AE supplémentaires, ce qui est beaucoup, ce qui est très bien, ce qui est là la preuve du succès de ce programme et de cette ambition. Est-ce qu'il n'est pas temps de regarder probablement un certain nombre de critères pour optimiser cette dépense dès 2024? Je vous remercie. Merci. Et moi, j'avais oublié une question que je vous la donne tout de suite. J'ai vu que l'article 2 prévoyait une ponction de l'UNEDIC de 2 milliards d'euros. Et je trouvais tenant la logique qui veut qu'on en fasse une source de financement de la politique de l'emploi. Donc je veux bien des éclaircissements là-dessus. Merci. Monsieur le ministre, c'est à vous. Bien, merci, Monsieur le Président. S'agissant des sommes consacrées notamment à la reconstruction des bâtiments publics qui ont été dégradés, parfois détruits pendant les émeutes. Pour revenir un tout petit peu en arrière, l'estimation des dégâts causés pendant les émeutes s'élève à 730 millions d'euros. C'est l'ordre de grandeur qui a été arrêté suite aux travaux d'évaluation et d'expertise d'après notamment France Assureurs. Et à l'intérieur de ces 730 millions d'euros, on estime que les dégâts causés aux bâtiments possédés par les collectivités territoriales s'élèvent à 223 millions d'euros, d'après les remontées que nous avons organisées avec les préfectures. Les montants pris en charge par les assureurs sont estimés à environ 110 millions d'euros, à peu près 50% de la somme. Et donc, on est arrivé au besoin en crédit net du montant des réfactions pour vétusté en fonction de l'état du bâti, estimé à 100 millions d'euros. Et c'est bien la somme globale que nous allons dégager pour accompagner les collectivités territoriales. Pour répondre à votre question, s'agissant notamment des ouvertures de crédit pour la mission Outre-mer et notamment les exonérations de charges. En fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ouvrir des crédits supplémentaires? C'est lié au mécanisme même du coût des exonérations de cotisations sociales, avec un dynamisme des salaires qui est important
et notamment la manière dont sont calculées ces exonérations avec des seuils exprimés en pourcentage du SMIC, qui lui-même progresse de manière extrêmement dynamique et proportionnellement à celui-ci. Et donc vous avez une dépense qui est dynamique et donc une compensation des exonérations qui est elle-même plus forte parce que la dynamique des salaires est elle-même plus élevée qu'anticipée. Donc c'est la raison pour laquelle on doit ouvrir des crédits supplémentaires pour compenser ces exonérations de cotisations. Vous m'interrogez, Monsieur le Président, sur les 3,8 milliards d'euros consacrés à la charge d'intérêt de la dette. C'est notamment la raison pour laquelle, ici même, quand nous avions présenté le budget avec Bruno Le Maire, nous avons insisté sur la nécessité du redressement de nos finances publiques, parce que le coût de la dette pèse sur nos finances publiques. Et nous en avons un exemple très concret dans ce projet de loi de fin de gestion, avec la nécessité d'ouvrir des crédits supplémentaires qui se répartissent. Cet effet des 3,8 milliards d'euros, c'est à la fois l'effet de l'augmentation des taux d'intérêt et l'effet de l'inflation. Et je dirais à peu près à part égale entre les taux d'intérêt et l'effet inflation. S'agissant des universités, alors vous l'avez vu, ensuite on annule un certain nombre de crédits dans les ministères pour tenir un équilibre sur les dépenses pilotables entre ces efforts supplémentaires, et notamment des crédits qui n'ont pas été utilisés, qui ont été mis en réserve dans les ministères. S'agissant de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce sont des annulations qui d'ailleurs sont moins élevées que la réserve qui a elle-même été pratiquée pour l'enseignement supérieur et la recherche, et tout simplement des crédits qui n'ont pas été utilisés, que nous pouvons utiliser pour financer les dépenses qui sont arrivées en fonction de l'évolution du contexte que nous maîtrisons peu ou pas. S'agissant des annulations de crédits sur le périmètre du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, on a à peu près sur les 1,5 milliard 500 millions d'euros en raison de la moindre sinistralité des prêts garantis par l'État, ce qui est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs par rapport à ce que nous pouvions anticiper. Également une sous-exécution du dispositif de compensation carbone, ou bien, nous l'avions évoqué lors de notre première série d'annulations de crédits, les dépenses de guichet à destination des énergies électro-intensives, avec un dispositif qui avait été prévu pour les accompagner. Et en raison de la baisse des prix de l'énergie, on a moins sollicité ce dispositif. Nous annulons également 1,1 milliard d'euros de crédits pour les ministères, le ministère de la Transition énergétique, qui en fait recouvre un ensemble de sous-exécutions constatées sur plusieurs dépenses de guichet. Par exemple, le moindre dynamisme de ces crédits porte sur un certain nombre de dispositifs dont la somme s'élève à 1,1 milliard d'euros, comme je l'évoquais. Je regarde si j'ai rien oublié. Non. Logement. Et sur la question du logement, même réponse que sur les autres lignes ministérielles. Ce sont à chaque fois des crédits qui ne sont pas utilisés et que nous ne faisons qu'annuler. Sur les questions du rapporteur général, sur le soutien à l'Ukraine, on a fait un premier recensement des mesures en faveur de l'Ukraine qui fait apparaître un montant total de l'ordre de 2 milliards à 2,5 milliards d'euros par an en 2022 et 2024. Et l'Inspection générale des finances a d'ailleurs été missionnée en septembre afin d'établir un recensement plus précis sur toutes ces formes d'aide et ces montants associés. Et effectivement, le projet de loi de fin de gestion renforce notre soutien à l'Ukraine, et notamment à travers le renforcement des capacités de nos armées, avec une ouverture de crédit de 2,1 milliards d'euros. Mais à ce stade, on ne peut pas donner plus de détails, notamment avec ce travail que nous avons demandé à l'Inspection générale des finances pour avoir une vision plus exhaustive du soutien global mobilisé par la France pour être au rendez-vous des engagements que nous avons pris. S'agissant du PNRR, il y a deux sujets. L'évolution du montant total des subventions que la France pourra recevoir. En fait, l'ajustement du montant doit prendre en compte les performances de croissance
entre 2020 et 2021. Et donc la France, le montant accordé à la France est traduit par une baisse de 1,9 milliard d'euros, vous l'évoquiez, de 39,4 milliards à 37,5 milliards, qui reflète en fait la croissance plus vigoureuse et rapide qu'observe en France au cours de la période 2020-2021. Cette baisse, monsieur le rapporteur général, a été largement compensée par les 2,8 milliards d'euros que la France pourra recevoir au titre de Repower EU. Donc au total, la France pourra recevoir 40,3 milliards d'euros au titre du PNRR. S'agissant des remboursements et dégrèvements, on a des montants importants en effet. Je ne sais plus si j'ai les chiffres. Voilà, pardon, j'ai les chiffres sous les yeux. On a une hausse à peu près de 11 milliards d'euros au titre des remboursements et restitutions liées à la mécanique de l'impôt. Ça provient essentiellement de la mise à jour des prévisions des excédents de versement d'impôt sur les sociétés, des remboursements de crédits de TVA et des restitutions de prélèvements à la source. On constate aussi une baisse de 462 millions d'euros au titre des remboursements de dégrèvements liés à des politiques publiques qui regroupent en fait des dépenses liées au crédit d'impôt. Et cette révision à la baisse provient notamment de la mise à jour de la prévision relative au crédit à l'impôt service à la personne, portant sur l'impôt sur le revenu. Et enfin, une hausse de 1,5 milliard d'euros au titre des remboursements et dégrèvements liés à la gestion des produits de l'État, essentiellement des admissions en non-valeur, des remises, annulations et autres restitutions. Et c'est notamment l'effet de la mise à jour de la TVA. S'agissant, l'autre question, s'agissant de l'UNEDIC, des excédents UNEDIC, je cherche le chiffre que je n'ai plus sous les yeux, pardon, excusez-moi. Donc ça, vous le savez, on avait eu l'occasion de l'évoquer lors du débat sur le budget 2024. Les réformes de l'assurance chômage, elles ont produit des gains importants, 2,2 milliards pour les réformes de 2021 et 2023, dès 2023. Et il y a un document de cadrage qui avait été envoyé le 1er août qui propose justement aux partenaires sociaux un co-investissement dans les politiques de plein emploi, par exemple développer les compétences, l'apprentissage et France Travail. Et donc une partie de ces économies est ainsi reversée directement en faveur des demandeurs d'emploi et des entreprises, ce qui nous conduit à minorer les charges futures de l'UNEDIC. L'État a alloué en 2023 près de 2,3 milliards d'euros de ressources à France Compétences et consacre globalement 22 milliards d'euros à la mission Travail et Emploi. En 2023, on fixe les moindres recettes à 2 milliards d'euros, ce qui se traduit très concrètement, vous l'avez évoqué, par une moindre compensation des allègements généraux. Et le document précise également les montants pour la durée de la convention d'assurance chômage entre moins 2,5 et moins 2,7 milliards en 24 et jusqu'à moins 3,5 et moins 4 milliards en 26. Et enfin, dans le cadre des projections que nous avons faites, ces moindres recettes représentent entre 27 et 29% des excédents globaux de l'UNEDIC. Voilà, je pense. Et enfin, sur la question de l'apprentissage, nous aurons à peu près 1,3 milliard d'euros sur les primes aux employeurs. Cela tient compte de l'évolution du nombre d'apprentis en 2023 et notamment de la mise en œuvre de l'aide unique à 6 000 euros pour tous les apprentis. Avant, je vous rappelle, c'était entre 5 000 euros et 8 000 euros selon l'âge. Et nous maintenons l'objectif de 1 million d'entrées en apprentissage. C'est d'ailleurs pas encore fait. Et ce qui nous permettra, sur cette politique, de tenir nos objectifs tout en, et nous sommes très ouverts aux réflexions, assurer une bonne maîtrise de la dépense publique sur ce poste qui reste extrêmement dynamique. Merci. On va passer aux orateurs de groupe pour 2 minutes chacun. Mathieu Lefebvre, Renaissance. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Je voudrais d'abord saluer le format de ce texte que nous devons à la réforme de nos collègues
Woerth et Saint-Martin et qui permet de pérenniser une pratique saine adoptée par le gouvernement ces dernières années. Remarquez que le scénario macroéconomique est désormais jugé plausible, crédible, équilibré selon le champ lexical du Haut Conseil des finances publiques. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus qu'on est en novembre et qu'on approche de l'exécution. Saluez également le fait que le cap du désendettement est extrêmement clair, parce que tous les indicateurs vont dans ce sens. Le déficit public est en amélioration, la dette publique également, mais aussi le solde budgétaire. Et au nom du groupe Renaissance, je voudrais également saluer votre gestion prudente des deniers publics au cours de l'année, avec notamment une mise en réserve importante, avec des annulations de crédits qui ont été courageuses et qui permettent aujourd'hui de financer les aléas de la gestion. Et ces aléas, nous les connaissons, notamment les opérations extérieures, l'accueil et l'hébergement des réfugiés ukrainiens, les calamités agricoles. Vous les financez sans détériorer la copie budgétaire et vous le devez à cette gestion prudente. De la même manière, sur la masse salariale, les annonces de revalorisation ont pu être financées à masse salariale constante, précisément en raison de cette gestion prudente. Moi, j'aurais deux questions, Monsieur le Ministre. La première porte sur les réfugiés ukrainiens. Vous avez évoqué une enveloppe de 300 millions d'euros. Avec Stella Dupont, nous avions indiqué 330 millions d'euros dans notre rapport. Je voudrais savoir comment se décompose la prévision entre hébergement et ADA supplémentaire. Et ma deuxième question est une question plus locale, mais à résonance nationale, qui a trait à l'Institut national de l'audiovisuel. Vous ajoutez 5 millions d'euros en gestion pour que l'INA puisse faire face recouvrer un petit peu de trésorerie, mais c'est néanmoins assez loin de la demande de l'INA. Je voulais savoir dans quelle mesure vous envisagiez peut-être d'aller un petit peu plus loin. Merci. Merci, Monsieur Mauvieux, pour le Rassemblement national. Merci, Monsieur le Président. Alors, je voudrais commencer par les mêmes propos que Monsieur le Président Coquerel, mais peut-être un peu plus direct. Recevoir le texte quelques heures avant cette audition, alors qu'on est déjà en plein PLF, c'est quand même pas très sérieux et ça ne permet pas de creuser sur le fond les différentes questions qu'on pourrait vous poser. Pour en revenir directement au texte, alors dans un premier temps, je voulais avoir un peu plus d'informations sur les informations dont vous disposez par rapport à la déclaration du Haut Conseil qui indique que et de façon très précise, et c'est assez rare de la part du Haut Conseil, que pour le printemps 2024, le mécanisme européen de correction pourrait être mis en place par rapport à votre budget 2023. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Une question également pour avoir davantage d'explications concernant les plus de 9 milliards d'euros de décalage sur la contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité. Avoir une analyse de chiffres qui est quand même extrêmement important. Même chose, j'aurais voulu des éléments concernant la taxe sur les transactions financières sur laquelle on a une baisse de 612 millions d'euros et également on a un delta de plus de 3 milliards d'euros sur les produits des participations de l'État dans les entreprises financières. Donc j'aurais aimé des éléments sur ces différentes lignes-là. Je voulais aussi revenir sur les 3,8 milliards d'augmentation de la charge de la dette évoquée par le président Coquerel. Vous indiquez que c'est pour moitié dû à la hausse des taux d'intérêt, pour moitié dû à l'inflation. Permettez-moi de remettre en doute cette déclaration-là et on creusera dans le cadre du rapport dont je suis rapporteur, dans le cadre de la mission dont je suis rapporteur, on creusera ces éléments-là, étant donné qu'on est sur un montant quand même extrêmement important. Et enfin, pour terminer, je voulais également rebondir sur une question du rapporteur Cazeneuve concernant le soutien de l'État à l'Ukraine. Vous avez donné des chiffres, mais vous n'avez pas donné l'explication de ces dépenses. Je vous remercie. Marie-Christine Dalloz pour Les Républicains. C'est pas vous? C'est Fabien Di Filippo? Si, c'est moi, mais je pensais qu'il y avait un autre groupe avant. Non, il n'y a personne. Très bien, merci Monsieur le Président. Deux constats positifs, deux constats négatifs et deux questions. Les constats positifs, c'est qu'effectivement, c'est plus facile d'avoir un document de fin de gestion avec 10,6 milliards de recettes supplémentaires par rapport à ce qui était attendu. Si on prend l'IS, l'IR et puis la TVA, ça fait 10,6 milliards. Donc, c'est un peu plus confortable. Il y a des sujets que nous, les Républicains, nous soutenons, c'est les 800 millions d'euros au bénéfice à destination de l'agriculture par rapport aux difficultés que rencontre notre monde agricole.
Les 500 millions à destination de l'AAH du fait de la mise en œuvre au 1er octobre de la déconjugalisation, et je crois que c'était une mesure importante et attendue. Maintenant, sur mes réserves et mes constats plus négatifs, le Haut Conseil des finances publiques, nous n'avons pas la même lecture que mon collègue M. Lefebvre, parce qu'effectivement, on note quand même qu'en matière d'ajustement structurel, le Haut Conseil des finances publiques considère que l'effort est trop modeste. On passe effectivement de moins 4,2 à moins 4,1, donc 0,1, c'est quand même pas très conséquent. Il demeure surtout très éloigné de l'objectif de moyen terme. Je rappelle que l'objectif de moyen terme en matière de solde structurel, c'est moins 0,4. Donc on est à moins 4,1 par rapport à moins 0,4. Enfin, sur la dette, le Haut Conseil note toutefois que la France continuerait de voir sa position en termes d'endettement s'éroder au sein de l'Union européenne. Et je pense que ça, c'est un élément d'attention importante. J'ai deux questions. La première question, 2,4 milliards pour l'Ukraine. Moi, je voudrais que vous me détailliez. Apparemment, il y aurait un 7, enfin, j'ai pas bien compris. Il y a 300 millions sur l'accueil des réfugiés ukrainiens et le reste, c'est uniquement du militaire en mise à disposition. Je voudrais bien avoir un peu le détail. Et sur les 730 millions de dégâts consécutifs aux émeutes, vous parlez de 223 millions, c'est-à-dire que les 500 millions de delta, ils sont au profit de qui? C'est les commerces, c'est des particuliers? J'aimerais bien comprendre. Merci. Mohamed Lakila pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Merci pour cette présentation de ce tout premier projet de loi en la matière, qui marque une étape significative vers une gestion budgétaire plus sincère et rigoureuse. Par son recentrage sur la régulation des crédits budgétaires, la loi de finances de fin de gestion s'inscrit pleinement dans l'esprit initial de la loi. Monsieur le Ministre, le projet de loi que vous nous présentez est une avancée pour une gestion budgétaire plus responsable. Je salue notamment la réduction du déficit public, 4,9% du PIB pour 2023, symbolisant un engagement vers une gestion financière plus saine. Malgré une dette encore importante, elle est en diminution par rapport à l'année précédente, soulageant ainsi les générations futures. Je note aussi une prévision de croissance stable à 1% et une inflation à 4,9%, malgré des défis tels que la guerre en Ukraine. Enfin, les annulations de crédits montrent une utilisation judicieuse de chaque euro pour le bien-être de nos citoyens. J'ai 3 questions, Monsieur le Ministre. Premièrement, comment compte-t-on préserver le pouvoir d'achat face à une inflation de 4,9% tout en maintenant la croissance à 1%? Deuxième question, comment seront gérées les réallocations de crédits face aux urgences comme la guerre en Ukraine et leur impact sur d'autres secteurs, comme le secteur de l'agriculture? Troisième question, comment la maîtrise de la masse salariale de l'État, sans nouvelles ouvertures de crédit, affectera-t-elle les agents publics et la réduction du déficit? Je vous remercie. Merci. Christine Pires-Beaune. Excusez-moi. Oui, ce sera moi, Monsieur le Président. Ah bah, en plus, c'est Voilà. raté. Hein. Comme ça, c'était moins compliqué. Je vais reprendre certains éléments de mes collègues. C'est sûr que merci de nous avoir envoyé ce matin le texte, mais ça reste compliqué d'étudier un texte de 150 pages en 2h30 si on ne se contente pas des grandes masses, surtout qu'on était tous mobilisés en commission des finances. Parce que c'est pas encore fini. Le PLF, presque. On a encore les crédits non affectés. On a ce nouveau format de PLFG qui se restreint désormais aux mesures budgétaires, mais du coup, nous on pense qu'il va falloir faire un effort sur les explications parce qu'on ne peut pas se satisfaire de 45 fois la ligne annulation de crédit mais en réserve. Donc peut-être pour le futur, les PLFG doivent presque devenir des pré-lois de règlement, d'avoir des infos sur l'exécution de l'année en cours. Parce que vous nous avez parlé, par exemple, des annulations de crédit côté transition écologique et logement. On peut quand même se poser la question, c'est quand même des urgences, il y a quand même des sujets, pourquoi on n'arrive pas à le dépenser? Sur le fond, vous bénéficiez d'améliorations de recettes notables, 2,6 milliards d'IR, 6 milliards d'IS, de TVA notamment. On n'a pas encore eu le temps de faire tous les comptes, mais vous annulez beaucoup de crédits mis en réserve, ce qui est normal. Malgré cela, il nous semble que vous dégradez le solde de 7,6 milliards, essentiellement via 17 milliards en plus sur le budget de l'État. Avec le gros morceau, c'est 12,5 milliards de remboursements et de dégrèvements. On n'arrive pas trop à comprendre ces explications parce que on a d'un côté, vous nous dites, on a une dynamique de l'impôt parce que ça va bien, mais d'un autre côté, on fait plus de remboursements. Alors c'est un peu magique,
c'est quand les recettes de l'État augmentent, elles diminuent. Enfin, c'est peut-être qu'on a un problème de niche fiscale quelque part. On peut s'interroger, quoi. Deux autres gros morceaux, les 3,8 milliards de charges de la dette en plus. On pense que vous continuons à payer les inconséquences sur les émissions d'obligations indexées sur l'inflation. Et il faut vraiment se poser la question, existe-t-il un moyen de se dégager de ce poison qui chaque année nous coûte plus cher? Alors, le gros morceau, c'est les 2,5 milliards d'euros pour l'armée. Moi, je pense, et notre groupe pense que c'est certainement indispensable. On est dans un monde voilà, de danger. Il y a l'Ukraine, mais ça dit quand même quelque chose, je trouve, politiquement des priorités. Est-ce qu'on ne pourrait pas non plus avoir quelque chose qui soit plus... voilà, il y a d'autres urgences. Et enfin, vous prenez 2 milliards sur les excédents de l'UNEDIC, il nous semble que c'est 2,5 milliards. Enfin, il y a eu aussi 2,5 milliards pris dans le PLF 2024, 4,5 milliards. Pour nous, c'est une ligne rouge. Merci. Merci. Lise Magnier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présentation. Vous l'avez dit, ce projet de loi de finances de fin de gestion pour 2023 est le premier à mettre en œuvre cette nouvelle catégorie de loi de finances. Et son principal apport par rapport au traditionnel PLFR de fin de gestion que nous avons connu est bien d'exclure les dispositions fiscales pour inclure uniquement des ajustements budgétaires nécessaires en fin de gestion. Cela va vraiment dans le bon sens pour la clarté de nos débats et la qualité de notre travail, alors que trop souvent, les débats lors de l'examen des PLFR de fin de gestion étaient clairement dévoyés, avec une tentation importante de refaire le match des débats que nous avions alors quelques jours plus tôt en PLF. Cela étant dit, sur le fond, nous nous réjouissons évidemment du maintien de la prévision de déficit public pour 2023 à 4,9%, comme inscrit dans le PLF 2024, notamment grâce à des efforts consentis sur le gel des crédits mis en réserve. La croissance devrait bien atteindre 1% en 2023, ce qui marque la capacité de résilience de notre économie, d'autant plus quand on se remémore les vives critiques qui avaient été formulées tous azimuts il y a un an sur cette prévision. En revanche, la révision à la hausse de la charge de la dette est évidemment une mauvaise nouvelle qui doit nous rappeler à quel point la maîtrise de notre endettement est réellement un enjeu majeur. Pour conclure, Monsieur le Ministre, j'avais deux questions, mais l'une des deux a d'ores et déjà été posée sur l'Ukraine. J'en aurai donc une seule. Elle concerne l'indemnité carburant travailleur. Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous rappeler quel montant avait été inscrit, nous indiquer quel montant a effectivement été consommé sur l'indemnité carburant travailleur, puisque les demandes sont closes, et si vous l'avez, le nombre de bénéficiaires et la ventilation par décile de revenus de ces derniers. Je vous remercie. Merci. Eva Sas pour le groupe écologiste. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour cette présentation. À mon tour de regretter que nous n'ayons eu ce projet de loi de finances de fin de gestion qu'en fin de matinée. Ça nous paraît très dommageable pour la qualité du débat démocratique. J'aurai néanmoins quelques remarques, mais évidemment surtout des questions. Tout d'abord, nous notons que le déficit de l'État sera plus important que prévu en 2023, 171 milliards au lieu des 165 prévus. Et est-ce que vous nous confirmez que cela est dû à des recettes non fiscales moins importantes que prévues, à hauteur de 4,4 milliards, du fait de moindres dividendes et d'un décalage du versement de l'aide européenne, et à une charge de la dette plus importante que prévue, 3,8 milliards. Cela doit tous nous alerter, en effet. Il y a également une contribution sur la rente inframarginale des énergéticiens inférieure de 9,5 milliards à ce qui était prévu. Pouvez-vous nous apporter des détails sur ces moindres recettes, notamment sur les dividendes des participations de l'État et la contribution des énergéticiens? Ensuite, comme le Président, j'aurais des demandes d'éclairage sur les annulations de crédits qui touchent à des missions qui nous paraissent essentielles pour la transition écologique et sociale. 1,3 milliard sur la mission écologie, dont 1,1 milliard sur le programme 174, dont il faut rappeler qu'il porte MaPrimeRénov', le chèque énergie et l'aide à l'acquisition de véhicules propres. Également 105 millions sur les infrastructures de transport. J'avoue que vos réponses sur ce point aux questions du président de la Commission ne nous paraissent pas complètement satisfaisantes pour l'instant. Pouvez-vous nous dire s'il y a une sous-exécution des crédits de MaPrimeRénov', par exemple, et si oui, pourquoi? On note également 897 millions d'annulations de crédits sur la mission Travail et Emploi, 384 millions sur la mission Recherche et Enseignement supérieur, et 289 millions sur l'aide publique au développement. Sur tous ces éléments, pouvez-vous nous apporter des éclairages complémentaires, sachant que, vous l'avez souligné, ces annulations de crédits sont redéployées notamment vers la défense et l'agriculture? Merci.
Liot Charles de Courson. Oui, première question, Monsieur le ministre, sur le cadrage macroéconomique. Est-ce que vous pensez qu'avec l'annonce par l'INSEE que la croissance au troisième trimestre 2023 est tombée à 0,1% et que les perspectives du climat des affaires continuent à se dégrader, est-ce que vous pensez que vos prévisions de croissance 2023 à 1% et surtout 2024 à 1,4% sont encore réalistes? La deuxième observation concerne le déficit du budget de l'État, qui augmente de 6,5 milliards par rapport à la loi de finances initiale pour 2023, malgré des recettes supplémentaires. Plus grave, le déficit effectif structurel se réduit fort peu, puisque si le solde effectif s'accroît, lui, de 4,8 en 2022 à 4,9% du PIB en 2023, le déficit structurel ne se réduit que de 0,1%. Et ce 0,1% n'est pas conforme à l'objectif qui était de 0,4, 0,5% du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance. Donc, pourriez-vous nous dire un petit mot là-dessus? Troisième question, est-ce que vous partagez l'analyse du Haut Conseil qui estime que la baisse des DMTO que vous aviez estimée à 16% dans la loi de finances initiale 2023 et que vous avez maintenue à 16% dans cette loi de fin de gestion, le Haut Conseil estime qu'on sera minimum à une chute de 20% en moyenne, voire un peu plus. Quelle est votre appréciation sur cette affaire? Merci. Alors pour l'instant, j'ai 2 orateurs supplémentaires. Je voudrais savoir s'il y en a d'autres. Oui, vous faites partie des 2, Daniel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Une fois? 2 fois? 3 fois. Je vous propose, vu le temps, de les faire maintenant, parce que sinon, on ne va pas le temps d'avoir les réponses du ministre. Fabien Di Filippo, 1 minute. Excusez-moi, parce que je dois partir à 25. Je ne pourrais pas écouter la réponse, mais je la verrai en replay. Daniel. Très rapidement. Sur les prévisions macroéconomiques, moi, je voudrais noter vraiment la sincérité des prévisions, puisque nous aurons atteint les 1% de croissance fin 23, puisque notre acquis de croissance au trimestre 3 est de 0,9. Donc il nous suffit de faire 0,1 pour obtenir 1%. Et puis s'agissant de l'inflation, et moi je note effectivement l'augmentation du coût de la charge de la dette et de la trésorerie de l'État pour un montant de 3,8 milliards d'euros, ce qui interroge vraiment sur notre endettement. Mais vous notez que c'est en raison d'une inflation plus importante qu'anticipée. On avait anticipé 4,9 points de croissance de l'inflation, enfin d'évolution de l'inflation. Or, ce matin, Bruno Le Maire a évoqué plutôt une perspective de 4%. Donc, est-ce que ça peut éventuellement modifier cette question de l'augmentation de la charge de la dette avec une révision de l'inflation qui passerait de 4,9 à 4%? Merci beaucoup. Merci, Monsieur Di Filippo. Fabien. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 4 questions en ce qui me concerne. Je note que la charge de la dette est 4 milliards d'euros au-dessus de ce qui était attendu initialement. Est-ce que ça aura des conséquences l'année prochaine en termes d'accélération de l'effet boule de neige qu'on connaît avec la hausse des taux actuels? Sur la hausse des crédits de 5,2 milliards d'euros, vous mentionnez de manière globale un des aspects qui serait la dynamique des dépenses sur les prestations sociales. Combien cela représente-t-il exactement sur ces 5,2 milliards? Quels sont les champs de l'aide sociale concernés? Troisièmement, on a vu hier que le chômage repartait à la hausse, à la différence des prévisions qui étaient faites par le gouvernement. Quelles conséquences cela aura-t-il dès la fin d'année sur les comptes publics, puisque ce n'était pas anticipé? Et enfin, concernant les collectivités, on a vu des mouvements d'aller-retour entre ce qui avait été avancé pour le bouclier et les remboursements réclamés par l'État. Est-ce que tout cela induit des crédits insuffisants ou alors une mise en cause de ces dispositifs? Merci. Christine Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Vous annoncez 10,6 milliards de recettes fiscales supplémentaires, IR, IS, TVA, mais les remboursements et dégrèvements augmentent, eux, de 12 milliards. Donc, quand les recettes augmentent, elles diminuent, c'est magique. Je suis rapporteur du budget R&D, donc évidemment, je ne vous demande pas de réponse aujourd'hui, mais je reviendrai vers vous pour avoir des précisions
supplémentaires sur ces remboursements et dégrèvements. Sur le taux d'évolution des bases de fiscalité, je sais que c'est sur 12 mois glissants fin novembre, mais est-ce que vous avez déjà un chiffre à nous donner pour les collectivités locales? C'est important, on est déjà interrogé. Et enfin, dernier point, vous annoncez une augmentation du nombre de bénéficiaires de la prime d'activité. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle puisque cette prime elle est accordée quand les salaires sont bas. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de nouveaux bénéficiaires de la prime d'activité? Merci. Pascal Lecamp. Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais noter, on n'a pas dit jusque-là, le maintien au niveau A- de la notation des deux agences la semaine dernière qui matérialise finalement la bonne tenue des comptes de l'année qui vient d'écouler. J'aurais 3 questions, si j'ai le temps. La loi prévoit l'annulation de plusieurs milliards de crédits, essentiellement au titre de la sous-consommation de divers dispositifs. Parmi eux, relevons la sous-consommation des crédits alloués au versement du dispositif allocation de solidarité spécifique. Avez-vous des éléments à nous communiquer sur cette sous-consommation, en lien peut-être avec l'évolution de la situation du marché du travail au cours des derniers mois? Ensuite, les différentes annulations de crédits seront redéployées pour couvrir des dépenses imprévues liées notamment à la guerre en Ukraine, aux crises agricoles ou encore aux violences urbaines l'été dernier. Pouvez-vous nous détailler d'une part les mesures qui seront couvertes par l'ouverture des crédits supplémentaires au titre des surcoûts liés à la guerre en Ukraine, et d'autre part en dire un peu plus sur les 64 millions d'euros au titre de la reconstruction et équipement nécessaires suite aux violences urbaines? Merci. Enfin, trop court. J'écrirai. Sur l'agriculture, il y a 12,6 millions de moins sur l'agriculture, j'aimerais savoir. Bon, allez, comme il est venu spécialement pour ça, Charles Sistenstool, et on arrête là. Merci, Président. Oui, très rapidement, Monsieur le Ministre, quand même, pour partager le fait sur les annonces les avances qui ont été faites aux collectivités, à certaines mairies, quand même bien vous dire que ça crée quand même pas mal de déceptions et ça pose beaucoup de questions. Moi, j'ai eu plusieurs maires de ma circonscription qui ne comprennent pas. Je reste mesuré dans mes propos parce que ça m'a pas été dit comme ça. Et je pense que c'est quand même un mode de fonctionnement de l'État qui est un peu compliqué. Hein. Voilà. Alors, vous n'étiez pas en responsabilité à ce moment-là, mais de laisser entendre qu'il puisse y avoir des avances et qu'ensuite, il y a des soldes qui seront versés et au final, les soldes ne seront pas versés, mais il faut même rembourser l'argent, c'est quand même très compliqué à entendre. En général, en plus, ce sont des histoires de quelques milliers d'euros. Je pense que ce n'est pas ça qui va déséquilibrer nos finances publiques. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Mathieu Lefèvre, s'agissant des dispositifs à destination des réfugiés ukrainiens, vous le savez, ils bénéficient d'une protection temporaire partout dans l'Union européenne. En 2023, le coût des dispositifs d'accueil des bénéficiaires de cette protection s'élève à plus de 300 millions d'euros, je le disais, avec 175 millions d'euros pour le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile, 164 millions d'euros pour le financement des dispositifs d'accueil collectif et des SAS dans les grandes villes d'arrivée. Ces dispositifs sont financés par une ouverture de crédit en loi de finances de fin de gestion, aucun crédit n'ayant été ouvert en LFI 2023 à ce titre. S'agissant de votre question portant sur l'INA, alors le PLFG prévoit en effet une baisse de 20 millions d'euros de la dotation du secteur audiovisuel public par rapport à la LFI 2023, mais cette dotation demeure malgré tout en hausse de 110 millions d'euros par rapport à la dotation 2022. Cette baisse de 20 millions d'euros, elle est principalement due à une restitution de 26 millions d'euros de crédits ouverts en LFI au titre de la compensation des effets fiscaux de la suppression de la CAP, de la contribution à l'audiovisuel public pour Arte. Il a été profité de cette bonne nouvelle pour faire un geste envers l'INA en accordant un complément de dotation à son profit pour 5 millions d'euros. Mais vous avez raison, l'INA fait en effet part de difficultés de trésorerie pour 2 raisons, des dépenses immobilières imprévues et l'inflation sur les investissements. On a bien identifié ces enjeux, on est en train de travailler avec l'INA pour estimer de manière très précise les besoins et les accompagner. D'ailleurs, la progression de 15% de la dotation de l'INA en 2024 par rapport à 2023 est déjà une partie de la réponse aux difficultés qui nous sont remontées. Monsieur Mauvieux, sur un certain nombre de questions, pas forcément dans l'ordre, vous m'excuserez, mais pour répondre aux questions que vous m'avez
m'avez posées. Sur la CRIM, la contribution sur les rentes inframarginales, elle est effectivement inférieure à nos prévisions, qui étaient de 9,5 milliards. Je le rappelle avec un objectif clair, faire contribuer les énergéticiens aux dépenses supplémentaires engagées par l'État pour protéger les Français. L'évaluation de son rendement dépendait de l'estimation et de l'anticipation des prix de l'électricité en 2023. Et c'est ainsi que nous avions d'abord estimé les recettes à 7 milliards, puis revues à 12,3 milliards d'euros. Heureusement, les prix de marché de l'électricité ont reflué en 2023, donc les profits excédentaires des énergéticiens ont été moins importants qu'anticipés, et donc très logiquement, le rendement de la CRIM a été revu à la baisse, 2,8 milliards d'euros de rendement au lieu des 12,3 milliards d'euros, qui est la conséquence directe des prix, la baisse des prix de l'énergie. Monsieur Mauvieux, toujours sur la taxe sur les transactions financières en baisse de 612 millions d'euros pour deux raisons principalement. La première, c'est la sortie d'entreprises de l'assiette en raison de la baisse de leur valorisation boursière. Et puis, vous avez tout simplement moins de transactions qu'attendu et donc moins de taxation sur les transactions financières. S'agissant du mécanisme de correction européen, pas d'indication à ce stade et nous reviendrons vers vous quand nous y verrons plus clair. Sur votre question sur la baisse des participations financières de l'État de 3,3 milliards d'euros, c'est principalement la baisse due à la Banque de France des moins 3,5 milliards d'euros du dividende. Et donc c'est plus un sujet d'ailleurs de recettes de budget général que de casse-pension. Mais effectivement, la suppression, le non-versement de ce dividende de la Banque de France se retrouve directement dans nos chiffres. Sur les raisons pour lesquelles la charge d'intérêt de la dette progresse et qu'on soit dans l'obligation d'ouvrir 3,8 milliards d'euros supplémentaires de crédit pour faire face à cette charge d'intérêt, je vous confirme ce que j'avançais en réponse à la question du président, c'est qu'on estime que l'impact de la hausse de l'inflation s'élève à 1,9 milliard d'euros sur la charge d'intérêt de la dette. Et l'impact de la hausse des taux de court terme s'établit, lui, à 1,9 milliard d'euros. Monsieur L'Aquila, s'agissant des aléas agricoles, nous ouvrons 800 millions d'euros en PLFG, notamment pour faire face aux crises qu'a rencontrées les agriculteurs, notamment dans le monde rural, et je crois que c'est une réponse au secteur et la traduction des engagements que nous avons pris pour les accompagner. S'agissant de la masse salariale de l'État, la bonne gestion en exécution et notamment le fait que nous n'ayons pas ouvert de crédits supplémentaires en titre 2 alors même qu'il y a eu des mesures de revalorisation salariale sont l'exemple de la bonne gestion rigoureuse conduite par les ministères et ne se fait pas au détriment des agents publics. Les agents publics ont bien bénéficié de ces revalorisations, mais dans le cadre de la gestion, on a pu faire absorber, j'allais dire, ces efforts en termes de rémunération sur les budgets des ministères. S'agissant des questions de M. Boulou, pour être plus précis, ce qui me permettra d'être plus précis aussi à la réponse du président. Sur les crédits dédiés à la transition énergétique, la sous-exécution vient d'une part, et donc le fait qu'on annule ces crédits, de 400 millions d'euros pour la sous-exécution sur différents chèques énergie, d'une part. D'autre part, d'1 milliard d'euros de sous-exécution importante des crédits MaPrimeRénov', vous l'avez d'ailleurs évoqué comme piste de sous-exécution probable, qui tiennent pour deux raisons au moins. Ralentissement des rénovations constatées en raison de l'augmentation des coûts des matériaux, d'une part, une forte demande sur la filière, c'est-à-dire des difficultés à trouver des personnels formés pour conduire des rénovations. Pour remobiliser cet outil indispensable et atteindre nos objectifs en matière de rénovation énergétique qui sont ambitieux, d'une part,
Vous avez vu, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2024, nous revoyons MaPrimeRénov' en baissant le reste à charge, en augmentant les plafonds, en donnant une priorité aux rénovations globales, qui, je l'espère, nous permettra une meilleure exécution dans la période. Je note aussi qu'il y a parfois des surexécutions au ministère de la Transition écologique, 400 millions d'euros de plus sur l'enveloppe verdissement des véhicules. Voilà, mais en net, cela conduit à annuler un peu plus d'1 milliard d'euros de crédit. S'agissant des questions, vous êtes plusieurs à m'interroger sur l'UNEDIC. Dans le document de cadrage qui a été partagé avec les partenaires sociaux, nous avions prévu 2 milliards d'euros de contribution de l'UNEDIC pour 2023, 2,5 milliards d'euros à minima pour 2024, avec notamment les effets induits de la réforme de l'assurance chômage qui permet d'améliorer la situation financière de l'UNEDIC. Les négociations sont en cours avec les partenaires sociaux et de toute manière, cette mobilisation, mais c'est la raison d'être même de l'UNEDIC, c'est-à-dire la mobilisation au service de mesures à destination des demandeurs d'emploi, de mesures en faveur de la formation, de mesures en faveur de l'accompagnement, ne dépasse pas un tiers des excédents de l'UNEDIC. Et c'est aussi une manière d'accélérer le retour à l'emploi et d'améliorer la situation financière de l'UNEDIC que de financer des mesures, ce qu'on appelle les mesures d'activation des dépenses d'assurance chômage. Madame Dalloz, s'agissant des émeutes urbaines, effectivement, les coûts globaux estimés par France Assureur s'élèvent à plus de 700 millions d'euros, 730, et identifiés grâce à la remontée territoire par territoire des préfectures à 223 millions d'euros pour les collectivités. Le reste, c'est les entreprises, les particuliers, les opérateurs de l'État. L'État, par exemple, la Direction générale des finances publiques a dû subir aussi les conséquences de violences urbaines qu'on doit assumer en termes de coûts de reconstruction. Je n'ai pas le détail par type de cible, mais par contre, on a fait ce travail fin avec les collectivités locales qui nous permet aujourd'hui de mobiliser une enveloppe exceptionnelle pour les accompagner et faire le complément qui n'est pas couvert par les assureurs. J'évoquais en effet, Madame Dalloz, 2,4 milliards d'euros pour l'Ukraine, 2,1 milliards d'euros à destination de nos armées qui se décompose d'une part avec 1,5 milliard d'euros d'anticipation de la LPM 2024-2030, notamment en matière d'équipement, et ça a été annoncé par le gouvernement, et 0,6 milliard d'euros d'ouverture de crédits supplémentaires. Donc ça, c'est armé, et 300 millions d'euros ministère de l'Intérieur. Je l'ai évoqué il y a quelques minutes pour répondre à la question de Mathieu Lefèvre sur la décomposition de ces 300 millions d'euros. J'en viens à la question de Lise Magnier sur l'indemnité carburant, pour essayer de donner plus de précision sur l'indemnité carburant. Le montant initial de l'indemnité carburant, c'était 800 millions d'euros pour 8 millions de bénéficiaires, couvrant jusqu'à 1 314 euros net par mois, revenu 2021. Le montant effectivement consommé, c'est 430 millions d'euros pour 4,3 millions de ménages. La ventilation par décile. Le premier décile représente 3,2% des bénéficiaires, le deuxième décile 12,5% des bénéficiaires, le troisième décile 16,3% des bénéficiaires, le quatrième décile 18,5% des bénéficiaires, le cinquième décile 26,5% des bénéficiaires. Madame Sass, je partage que la transition énergétique est une de nos priorités et je pense avoir répondu à la question de Monsieur Boulou et donc à votre question sur comment est-ce que vous annulez un peu plus d'1 milliard d'euros sur cette ligne-là. Vous l'avez vu avec MaPrimeRénov' en particulier, et c'est la raison pour laquelle on a revu à la fois ses critères et sa mise en œuvre pour avoir une meilleure exécution de MaPrimeRénov'. Mais
partageons ensemble que l'augmentation très forte des prix des matériaux, mais aussi les grandes difficultés, des tensions de recrutement dans ce secteur, n'ont pas favorisé le fait qu'on ait un rythme des rénovations aussi rapide que nous pouvions tous le souhaiter ici, je crois, ici. Monsieur de Courson, sur le cadrage macroéconomique, l'INSEE vient de publier effectivement 0,1% de croissance supplémentaire, ce qui porte notre acquis de croissance à 0,9. Je rappelle que notre hypothèse, c'est 1. Donc on finira l'année entre 1 et 0,9, donc je veux dire très proche de notre hypothèse. Donc ça ne remet pas en question nos grands équilibres. S'agissant des DMTO, vous l'avez noté dans le PLF 2024, et on sait que ça concerne en particulier nos collectivités locales et nos départements, moins 16% de DMTO. On a revu cette prévision avec moins 20% en PLFG sur les DMTO. Donc vous voyez, on a actualisé notre prévision du DMTO avec, au 30 septembre, on avait 37 départements qui enregistraient une baisse supérieure à 20% de leur DMTO. Certains départements en hausse d'ailleurs aussi. Et on a des échanges en cours avec Départements de France pour accompagner les départements les plus en difficulté, qui feraient face à une baisse très prononcée des DMTO et qui se retrouveraient alors dans une situation difficile pour assumer leur mission et leur politique publique dans les meilleures conditions. Donc on suit ça de très près, on actualisera au fil de l'eau nos estimations sur les DMTO. Monsieur Di Filippo, nous allons consacrer 400 millions d'euros à l'AAH, à l'effet de la déconjugalisation de l'AAH. S'agissant de la charge de la dette, vous dites, mais est-ce que ça a des conséquences sur l'année prochaine, finalement, le fait qu'on est obligé d'actualiser? On a une perspective de baisse de l'inflation en 2024, et donc on s'attend à un reflux de l'effet inflation que aujourd'hui on constate en PLFG. Donc ça ne nous conduit pas à revoir notre hypothèse 24, puisque notre hypothèse 24, c'est 2,5 ou 2,6% selon que l'on prend le tabac ou hors tabac. Enfin, ce qui me permet de répondre aussi à l'interpellation de Charles Zissenstuhl sur les acomptes. Je sais que les acomptes qui ont été versés pour le filet de sécurité. Alors je le redis, le filet de sécurité, ces termes ont été arrêtés par l'Assemblée à l'unanimité, sur une proposition d'ailleurs, je crois, de Christine Pires-Beaune, sur des critères qui ont été validés par tout le monde. Et ce qu'on a constaté, c'est quoi ? C'est que la situation financière, notamment du bloc communal, était moins dégradée qu'attendu. Et donc, là où on pensait que des communes allaient pouvoir bénéficier du filet de sécurité, comme leur situation financière a mieux résisté, d'une certaine manière, ils se sont retrouvés plus éligibles au filet de sécurité, là où les anticipations avec le travail, avec les DDFIP localement, leur permettaient de prétendre à un acompte. Donc moi, je comprends tout à fait la situation dans laquelle se retrouvent les maires en se disant « bon, on m'a donné un acompte, maintenant il faut que je le rende ». Partageons quand même que c'est le signal d'une bonne résistance de la situation financière des collectivités. Et je préfère être dans cette situation-là où il faudrait constater qu'on ait plus de collectivités à couvrir avec le filet de sécurité. Ça voudrait dire qu'elles aient rencontré un problème massif en matière de financement. On a donné des consignes. Notamment, nous avons été alertés, vous faites partie des députés qui nous ont alertés très tôt pour qu'on accompagne localement les collectivités qui ont à rembourser, à étaler ce remboursement. Je rappelle que c'est un montant quand même de 69 millions d'euros et que pour 60% des collectivités, cela représente moins de 5 000 euros. Mais il faut qu'on accompagne et donc on a donné des consignes très claires au DDFI pour accompagner les communes dans lesquelles la situation serait difficile. S'agissant de la question de Pascal Lecamp, l'ASS, sous-consommation de l'ASS, pourquoi ? Parce que la situation de l'emploi a bien résisté, des fois mieux résisté que prévu. Si on a moins de dépenses de l'ASS, c'est qu'on a une meilleure performance en matière d'emploi, moins de demandeurs d'emploi en aide retour à l'emploi et donc moins en allocation solidaire spécifique, dite ASS. Et enfin, pour répondre à votre question sur les moins 12,6 millions d'euros de CP,
sur la ligne agriculture. C'est lié notamment à plusieurs projets informatiques dont l'exécution a été décalée dans le temps, ce qui arrive parfois en matière de projets informatiques, et toujours au titre de la réserve de précaution. Mais quand même, nous mettons au final 800 millions d'euros de plus pour nos agriculteurs. Et enfin, pour répondre à Christine Pires-Bonne, s'agissant de la prime d'activité, nous avons une hausse de 130 000 bénéficiaires supplémentaires, avec un effet montant également positif. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, d'une certaine manière, la prime d'activité, parce que c'est un peu dans lien avec la réponse que je faisais à Pascal Lecamp. C'est-à-dire que quand vous avez un meilleur dynamisme de l'emploi, moins de demandeurs d'emploi, moins de bénéficiaires de l'ASS, plus de personnes qui rentrent en emploi et donc plus de personnes qui bénéficient de la prime d'activité. On peut le lire d'une certaine manière comme ça. Donc plus d'activation d'une certaine manière, mais on vous donnera plus de détails si vous le souhaitez. Et enfin, votre question sur la dernière question sur la TVA, je crois, c'était ça ? Sur la revalorisation des bases taxables. En 2023, on avait prévu en LFI 5,1% pour 23, 3,7% en PLF 2024. Et on a effectivement des ajustements de versement par la DGFiP en exécution, mais elle ne sera connue qu'en février 2024, l'évolution de... Et enfin, s'agissant de la question aussi de Daniel Labaronne, donc l'INSEE a effectivement publié une inflation de 4% glissement annuel, donc on voit bien un ralentissement de l'inflation qui reste forte, mais qui ralentit. On ne remet pas en question notre prévision qui est réaffirmée dans le projet de loi de fin de gestion de 4,9% en moyenne annuelle pour cette année. Donc on ne revoit pas non plus la charge de la dette à court terme. Je pense, Monsieur le Président... Vous avez répondu à tout. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, on se retrouve en commission samedi matin et en séance tout à l'heure. Bientôt.